Bonjour, quatrième et dernier volet du thème d'AGGSP de Terminale sur Histoire et Mémoire. Il s'agit ici de la conclusion, en l'occurrence, l'histoire et les mémoires du génocide des Juifs et des Tziganes. Et pour cela, on va voir tour à tour comment a évolué la mémoire de ce génocide, mais aussi les lieux de mémoire qui s'y rattachent, et enfin comment le génocide est évoqué dans la littérature et le cinéma. Vous avez le programme, on est parti. Pour commencer, il faut faire un petit retour en arrière. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le sort des Juifs et des Tziganes ne fait pas l'objet d'un traitement particulier. Il y a bien la découverte des camps, les premiers monuments commémoratifs, la définition de la notion de crime contre l'humanité et de génocide, on en parlait dans une autre vidéo, mais au final, Juifs et Tziganes sont englobés dans la grande catégorie des déportés et plus généralement des victimes du nazisme. Et pendant un temps, cette histoire et cette mémoire du génocide juif va être refoulée au profit d'autres mémoires. Par exemple, en France, on va insister davantage sur le rôle de la résistance dans la guerre pour réconcilier les Français autour de cette image flatteuse selon laquelle ils ont résisté. Et puis, ça arrange bien le général de Gaulle car il était reconnu comme le chef de la résistance, donc ça renforce sa légitimité. C'est ce que l'on appelle le résistentialisme, symbolisé par le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon en 1964. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que la mémoire de la résistance qui existe, mais disons qu'elle prend plus de place que les autres, et qu'elle les masque un peu. Il faut donc attendre les années 60-70 pour voir ce que l'historien Henri Rousseau appelle un réveil de la mémoire. Cela s'explique par plusieurs facteurs. Vous avez tout d'abord le procès Eichmann à Jérusalem qui met en lumière l'organisation du génocide, et donne pour la première fois à une telle échelle la parole aux témoins. Il sera complété en France dans les années 80-90 par les procès de Klaus Barbie, Paul Touvier ou Maurice Papon. Deuxième explication, les travaux d'historiens comme ceux de l'américain Robert Paxton sur le régime de Vichy, qui montrent que celui-ci a volontairement collaboré avec les Allemands, notamment concernant le statut des Juifs. Et puis vous avez aussi la sortie de livres ou de films grand public qui remettent en cause le résistentialisme et l'attitude des Français plus générale, comme Le chagrin et la pitié, vous le voyez ici, de Marcel Ophuls en 1971. Vous avez d'autres éléments comme la mort du général de Gaulle en 1970 qui affaiblit un peu le résistentialisme, ou encore le développement des thèses négationnistes qui poussent les rescapés du génocide à témoigner, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que, à partir des années 70-80, grâce aux travaux des historiens et à ce réveil de la mémoire, la spécificité du génocide des Juifs et des Tziganes est davantage mise en avant, même si ce sera encore un peu plus long pour les Tziganes. On va avoir, par exemple, de plus en plus de témoignages et on parlera même d'un devoir de mémoire, même si cette notion est parfois contestée. Et du coup, on assiste aussi à une multiplication et à une diversification des lieux de mémoire du génocide. Alors, attention, un lieu de mémoire, c'est une notion un peu particulière, développée par l'historien Pierre Nora dans son livre. Cela peut être un lieu physique, concret, comme un monument, mais aussi abstrait, une cérémonie, un hymne, un symbole. Bref, un lieu de mémoire, c'est un objet qui offre un repère à la mémoire d'un groupe, à la mémoire collective. On l'a dit, dès l'après-guerre, un certain nombre de monuments ou de plaques commémoratives avaient été érigés. Par exemple, vous le voyez là, le monument aux victimes du ghetto de Varsovie en Pologne, souvent à l'initiative d'acteurs privés comme des associations de survivants, puisque les États, on l'a dit, avaient tendance à laisser un peu de côté cette mémoire. Alors, une exception toutefois avec le mémorial de Yad Vashem qui est créé par l'État d'Israël à Jérusalem en 1957 pour honorer chaque mort de la Shoah. En fait, la difficulté concernant les lieux de mémoire du génocide, c'est que, justement, les nazis ont essayé de ne pas laisser de traces. Du coup, comment commémorer, comment garder une trace de ce qui n'existe plus? Et c'est pour cela que, progressivement, à partir des années 1970, Auschwitz va devenir le symbole du système d'extermination nazi et du génocide des Juifs et des Tziganes. D'une part, bien sûr, par le nombre de victimes, et puis parce qu'il a été pas ou peu détruit, d'autre part parce que c'était un camp de concentration et d'extermination, donc il y a des survivants, et puis enfin, beaucoup de ces survivants venaient d'Europe de l'Ouest et ont donc porté la mémoire de ce lieu dans leur pays d'origine. À côté de ces lieux vestiges du génocide, on a aussi différents monuments ou mémoriaux qui sont édifiés ailleurs dans le monde. Le mémorial pour l'Holocauste à Washington en 1993, le mémorial de la Shoah à Paris en 2005, avec son annexe à Drancy en 2012, un mémorial pour les Juifs d'Europe assassinés à Berlin en 2005, pour le génocide de Tziganes, ce type de mémorial va être plus tardif, on a celui de Berlin qui est inauguré en 2012, et il faut même attendre 2016 pour voir le premier monument de ce type en France, à Saint-Sixte, près d'Agen. Donc, on le voit, la multiplication de ces lieux de mémoire suit aussi l'évolution de l'histoire et de la mémoire du génocide des Juifs et des Tziganes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on retrouve aussi cette évolution dans la manière dont la littérature, la télévision, le cinéma traitent de génocide. Par exemple, pour la littérature, dans l'immédiate après-guerre, ce sont plutôt des récits, des témoignages qui sont publiés.
Le plus célèbre étant sans doute celui d'Anne Frank, dont le journal a connu très vite un grand succès mondial dès les années 1950. Mais c'est une exception. La plupart des témoignages des survivants ne connaissent pas ce succès. Par exemple, le témoignage de Primo Levi ne sera publié en France qu'en 1987. À partir des années 70, avec le réveil de la mémoire, on a aussi des œuvres de fiction concernant le génocide qui sont publiées, essayant parfois même de se mettre à la place des bourreaux, comme La mort est mon métier de Robert Merle, et puis bien plus tard, on aura Les bienveillantes de Jonathan Little, qui sera prix Goncourt en 2006. Ces œuvres de fiction popularisent le génocide, mais elles posent aussi la question de jusqu'où peut aller la fiction littéraire pour évoquer le génocide, ou encore quel genre littéraire peut-on ou doit-on utiliser pour traiter du génocide, la poésie, le roman, ou la bande dessinée comme Maus, que vous voyez ici, d'Art Spiegelman. De ce point de vue, la télévision et le cinéma jouent un rôle similaire. La première avec le téléfilm Holocaust, sorti en 1978 aux États-Unis, et qui a marqué profondément le public américain et les jeunes du monde entier. Le cinéma, quant à lui, a eu son lot de films marquants, que ce soit des documentaires comme Shoah de Claude Lanzmann en 1985, et c'est lui d'ailleurs qui fait connaître ce terme de Shoah au grand public, ou alors des œuvres, on va dire, plus hollywoodiennes, comme La liste de Schindler de Steven Spielberg, ou encore Le pianiste, La rafle, Le fil de Saule plus récemment, La vie est belle aussi de Roberto Benigni, bref, une grande quantité d'œuvres, on ne peut pas toutes les citer bien entendu. Mais à chaque fois, aussi bien en littérature qu'à la télévision ou au cinéma, la question se pose et provoque des débats. Comment écrire, montrer, filmer le génocide ? Quelle liberté peut-on s'autoriser ? L'humour peut-il y avoir sa place ? Par exemple, avec le film de Roberto Benigni. Et de ce point de vue, le film de Jonathan Glazer, La zone d'intérêt, qui vient de sortir au cinéma en France en février 2024, est très intéressant, montrant la vie du chef du camp d'Auschwitz, mais uniquement depuis sa maison et son jardin, juste à côté du camp, mais sans jamais vraiment le montrer, ce qui est encore une autre manière de filmer le génocide. On voit donc bien pour conclure que la littérature, le cinéma, mais aussi les lieux de mémoire, sont influencés par l'histoire et la mémoire du génocide des Juifs et des Tziganes. Mais que, inversement, ils influent eux aussi sur cette histoire et cette mémoire, qu'ils en sont eux-mêmes constitutifs, si vous voulez. Voilà ce que l'on pouvait dire pour ce dernier volet consacré à la conclusion du thème d'AGGSP de Terminale sur Histoire et Mémoire. J'espère que ce thème est désormais plus clair pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à laisser un commentaire, et à bientôt.